Aujourd'hui, une centaine d'années seulement après les débuts de la civilisation de l'automobile, on estime que l'humanité a déjà brûlé la moitié des réserves mondiales de pétrole que la nature avait mis des millions d'années à produire. Qu'est-ce que la société de consommation, sinon le pétrole à discrétion? Imaginons un instant notre monde privé d'hydrocarbures. Rien ne roule plus sur les routes. D'ailleurs, il n'y a plus de routes, faute de goudron et d'asphalte. Plus de distribution. Les commerçants, de l'épicière du coin au supermarché, sont obligés de fermer. Pas de tracteurs dans les champs, pas d'avions dans le ciel. Tous les bateaux condamnés à rester à quai, sauf quelques antiques caboteurs marchant au charbon et les voiliers de plaisance. Pas de chauffage au fioul pour plus de la moitié des maisons, des écoles, des hôpitaux. L'industrie est paralysée. L'agriculture recule d'un siècle. Presque toutes les matières premières, les fibres artificielles, ont disparu. Dans un bureau moderne, de la moquette au combiné téléphonique, du revêtement mural aux meubles, tout est en pétrole. Aujourd'hui, nous produisons moins d'1 baril chaque fois que nous en consommons 4. Il semble évident qu'une telle situation ne puisse continuer. Jamais les Chinois ne pourront vivre que nous. Donc ça, il faut le dire politiquement à la tribune de l'ONU, mais il faut aussi dire que la seule manière qu'il n'y ait pas la guerre entre des pays qui veulent vivre comme nous, comme l'Inde ou la Chine, et puis des pays comme l'OCDE, eh bien c'est que nous-mêmes, évidemment, nous changions notre mode de vie, notre mode de production et de consommation, et que donc nous consommions moins de pétrole. Ce n'est pas le problème des États-Unis, ni celui de la France, ni celui de la Chine. C'est un problème mondial parce que le pétrole est une ressource mondiale. Tous les animaux puisent leur énergie dans leurs muscles. Par exemple, les oiseaux battent des ailes pour voler. De manière très surprenante, l'homme a été le premier à avoir recours à une énergie extérieure. D'abord le cheval, pour labourer un champ. Et puis à des fins industrielles, d'abord l'eau ou le vent pour faire tourner un moulin, et puis le bétail, et en tout dernier lieu, le pétrole. Pendant près de 17 siècles depuis l'ère chrétienne, l'humanité a connu une certaine stabilité, sa population s'étant simplement multipliée par 2. L'homme progressait effectivement et vivait des changements, mais il se développait sans à-coups. Et puis soudainement, ces 2 derniers siècles, dans un temps très court pour l'histoire, cette nouvelle source d'énergie s'est mise à couler à flot et a fait exploser la population mondiale qui s'est vue multipliée par 6. Cela est une source de terribles questionnements dont personne ne détient la réponse. Combien de gens pourront encore vivre sur cette planète une fois que cette forme d'énergie facile et bon marché nous aura menés trop loin? C'est une question très sérieuse que nous vivons actuellement. En ces temps de richesse et de surconsommation, nous trouvons des vols très bon marché. Les gens voyagent presque pour rien. Ils consomment, les boutiques sont pleines. Mais tout cela pompe de l'énergie. Et ce surplus d'énergie déclinera bientôt. Nous sommes à l'aube d'un changement historique.
L'Arabie saoudite est l'un des pays où nous avons un accès très limité aux données, alors que c'est le lieu où se trouvent les gisements les plus anciens. Un jour, ces gisements-là auront également atteint leur pic et déclineront. Ce jour-là, le monde entier très certainement déclinera également. Cela concerne aussi bien le gaz que le pétrole, mais notre propos aujourd'hui ne concerne que le pétrole. Donc, si cela ne concernait que le pétrole en lui-même, eh bien la situation ne serait pas aussi grave. On dirait, on va trouver autre chose. Mais à partir du moment où le pétrole est la seule énergie sur laquelle tous nos moyens de transport reposent, les voitures, les trains, les avions, etc., comme il y a seulement 1 milliard des habitants de la planète sur les 6 milliards que nous sommes qui fait un usage abusif du pétrole, si nous connaissons un pic maintenant, nous serons face à de sérieux problèmes sociaux puisque rien n'aura été prévu. Il est intéressant de noter que très peu d'études ont été faites à propos de la réalité du pic et qu'il persiste encore d'importants désaccords d'incompréhension concernant tout ce qui touche au pic et au futur manque. Je pense que nous devons tirer la sonnette d'alarme afin que tout un chacun prenne conscience et se prépare pour le jour où nous dirons au passé « Nous avons effectivement dépassé notre pic ». Le monde a été maintenant complètement exploré. Toutes les zones terrestres ont été explorées dans les moindres détails. À mon avis, il est fort peu probable qu'une zone importante n'ait pas été repérée. Les zones maritimes ont également été bien explorées, car il est beaucoup plus facile de mener une exploration maritime que terrestre. En effet, le relevé sismique se fait plus rapidement et moins onéreux puisqu'il suffit de remorquer le capteur derrière un bateau, alors que sur Terre, il doit être installé dans des zones forestières et montagneuses. Il est donc fort peu probable qu'il existe encore des zones maritimes non explorées. Le gisement de la mer du Nord est le plus grand parmi ceux découverts après la Deuxième Guerre mondiale. Et ces réserves sont suffisantes pour fournir le monde pour une durée d'à peu près 3 années. Il n'est pas pensable qu'un autre gisement aussi vaste n'ait pas été repéré. Il subsiste encore quelques incertitudes concernant les zones maritimes profondes. Mais l'exploration géologique se limite à certaines zones particulières au large du Brésil, du Nigeria, de l'Angola et dans le golfe de Mexico. Elles sont beaucoup plus petites et une découverte dans ces zones ne changera pas la situation mondiale. La première conférence que j'ai tenue sur ce sujet a eu lieu en 1995 à Aberdeen. Il me semblait inéluctable que le pétrole de la mer du Nord atteindrait son pic et commencerait à décliner entre 1995 et 2000. Les dirigeants des principales compagnies qui assistaient à cette conférence m'ont dit « Comment vous permettez-vous de parler de nos gisements? Nous n'atteindrons pas notre pic avant 2010. » Ce à quoi je leur ai répondu « Regardez mieux vos chiffres. » Ensuite, les 10 principaux industriels de la mer du Nord ont communiqué de nombreuses données à l'Agence internationale de l'énergie et ont rédigé un rapport conséquent dans lequel ils affirmaient que d'ici l'an 2000, la mer du Nord, le Royaume-Uni et la Norvège produiront 7 200 000 barils par jour. Si maintenant vous analysez ces chiffres, vous découvrirez qu'ils ont atteint leur pic en 1999 à 6 900 000 barils par jour et que cet été, ils fourniront 3 500 000 barils par jour. Donc j'ai pensé que chaque gisement avait atteint son pic dès à présent. Les seules données que je ne connaissais pas concernaient l'Arabie saoudite, le seul endroit qui regorgeait de pétrole, exploitable à bas prix et qui n'avait pas encore été totalement exploré. Ils entretenaient l'illusion qu'il suffisait d'enfoncer son doigt dans le sol pour qu'il en sorte couvert de pétrole.
À ses débuts, la commercialisation du pétrole était faite par l'État au travers de ses filiales, comme la British National Oil Company. Et puis cette chère Madame Thatcher est arrivée au pouvoir et elle a dit « Ouvrons ce marché aux entreprises privées, livrons-le au capitalisme, aux initiatives personnelles et à toutes ces choses formidables. » Alors on a fait appel à l'industrie. Tout le monde s'est mis au travail le plus intensivement possible. Des progrès techniques inimaginables ont été accomplis. Il y a une certaine ironie à épuiser une ressource non renouvelable, car plus vous travaillez rapidement, plus la source s'épuise. Dans un premier temps, tous ces progrès ont rapporté énormément d'argent et ont été une source d'emploi, mais cette prospérité sur laquelle tout reposait en Angleterre a précipité l'épuisement. Si la croissance avait été moins rapide, cela ne se serait peut-être pas passé ainsi. Donc l'ironie du sort est que plus vous faites votre travail rapidement, plus vite vous courez à votre perte. J'aime rappeler aux gens que le pétrole à 3,90 $ le gallon aux États-Unis correspond à 20 cents la tasse, prix extraordinairement élevé. Dans notre système de mesure, nous avons des tasses, des pintes et des gallons. Une tasse, c'est comme lorsque vous allez au restaurant et commandez une tasse de thé ou une tasse de café. C'est exactement cette même mesure de pétrole qui coûte 20 cents. Cette quantité dans une voiture transportera 6 passagers sur une distance d'environ 3 km. Donc, si vous n'avez pas vos 20 cents de pétrole, vous pouvez descendre en roue libre, ou alors la seule alternative à la marche qui s'offre à vous, c'est de héler ce type avec sa vieille carriole tirée par un âne et lui demander de vous emmener tous les 6 à 3 km de là pour 20 cents. Cet homme, bien sûr, vous rira au nez. Et quand vous descendrez de sa carriole, après l'avoir payé 10 $, vous trouverez ça bien mieux que la marche. Notre société a été bien trop gâtée et conditionnée à penser qu'il était de notre droit de voyageurs de se déplacer partout aux États-Unis pour 3 ou 4 cents la tasse. Je répète, cette source d'énergie est rare, non renouvelable et par conséquent n'a pas de prix. C'est la seule énergie que nous pouvons utiliser dans nos moyens de transport et nous aurions déjà dû la payer 10 $ la tasse il y a des années de cela. Mais nous ne nous en sommes pas rendus compte. Actuellement, nous consommons à peu près 20 millions de barils par jour, dont nous importons 10 millions de barils de brut, plus 2 autres millions de produits finis. Nous dépendons donc des apports étrangers à 60%, alors qu'il y a à peu près 30 ans, nous étions autosuffisants à 100%. Il y a donc eu un changement spectaculaire au cours de cette période. La dépense de pétrole moyenne d'un Américain actuellement, c'est 24 barils par an. Un Européen moyen, un Européen de l'Union européenne des 25, dépense 12 barils de pétrole par an. Un Chinois moyen, pour l'instant, ne dépense que 2 barils de pétrole par an et un Indien moyen, 1 baril de pétrole par an. Donc il y a une marge de croissance de la demande de pétrole, même par ces pays-là, qui est très forte. À mon avis, du fait de la situation qu'on a déjà décrite, jamais, je dis bien jamais, l'Inde et la Chine ne pourront vivre comme nous les Occidentaux.
avec autant de voitures par habitant, avec autant d'avions, avec autant de tracteurs, avec autant de camions et avec autant de bateaux. C'est impossible pour des raisons, non pas de volonté, bien entendu, ils voudraient vivre comme nous, mais pour des raisons, on pourrait presque dire matérialistes, c'est qu'il n'y a pas assez de matières premières pour que les Chinois ou les Indiens vivent comme les Américains et les Européens. Prenons un exemple à chiffrer. Nous sommes les Européens 450 millions dans l'Union européenne. Nous avons 200 millions de bagnoles, donc un petit peu moins de la moitié que le nombre d'habitants. Il y a 1,3 milliard de Chinois. Il faudrait à peu près, si les Chinois devaient vivre comme nous, avec autant de bagnoles dans un continent, comme nous on a le continent européen, ils ont le continent chinois. Il faudrait à peu près 600 millions de bagnoles en Chine. Ils ont à peu près 20 millions de bagnoles actuellement. Dans le monde entier, au jour d'aujourd'hui, il y a 800 millions de véhicules, dont 220 millions aux États-Unis, 200 en Europe et le reste un peu partout. Donc c'est impossible pour des raisons vraiment matérielles. Il n'y a pas assez d'acier, pas assez de plastique, pas assez de pneus et surtout pas assez de pétrole pour faire avancer tous ces véhicules-là. Lorsque je suis retourné à Shanghai en juin 2004, Pudong, la partie est de la ville, qui était quasiment vide en 1997, était couverte d'immeubles. On construit grand et vite en Chine. Ce qui se passe dans ce pays actuellement a pour moi quelque chose d'héroïque. Un petit groupe de personnes qui travaillent dur et créent sans relâche veulent effacer 250 ans d'histoire effroyable au cours de laquelle le monde occidental les a maintenus dans l'obscurité. Ils veulent que d'ici les Jeux Olympiques d'été en 2008, 300 millions de Chinois connaissent une prospérité semblable à celle du Japon et que d'ici 2020, tous les Chinois puissent adopter notre dicton « un poulet dans chaque marmite ». Ils veulent éliminer la pauvreté et quiconque pense que cela leur est préjudiciable ferait mieux de prendre des cours d'éthique mondiale. Ce qui est vraiment effrayant est que si jamais ils réalisent ces rêves, ils absorberont tout le pétrole que nous produisons aujourd'hui. Les trois causes principales que je vois à cette crise actuelle sont assez différentes de celles que nous avions en 1973 et 1979. Alors, on peut les décrire de cette façon, ces trois causes principales. Il y a d'abord une cause géologique. On est au moment où le pétrole conventionnel, celui qui est facile à extraire, est en décroissance. On a beau avoir des techniques les plus sophistiquées pour essayer d'en extraire plus, ce pétrole facile à extraire, pas cher, aura moins de production mondiale, sans doute depuis l'an dernier, puis cette année, et puis les années qui vont suivre. On pourrait dire qu'il y a une décroissance du pétrole conventionnel pour toujours. Alors bien sûr, restent les pétroles non conventionnels, qui sont beaucoup plus chers, les huiles lourdes, les pétroles offshore profonds, ou bien les pétroles polaires. Bon, il est possible que ces pétroles-là, qui valent de toute façon beaucoup plus cher, aient une production un peu croissante pendant encore quelques années. Mais mon sentiment est que si on fait la somme de tous ces pétroles, le conventionnel comme le non conventionnel, la déplétion générale, c'est-à-dire la décroissance, le moment où la production mondiale va vraiment baisser et longuement baisser, ce sera avant la fin de cette décennie, c'est-à-dire avant 2010.
le deuxième facteur, après la géologie, il y a le facteur économique. Il se trouve que actuellement, on n'a plus assez de production de pétrole pour la demande mondiale qui est, elle, très croissante. Non seulement parce que les pays riches, les pays de l'OCDE, évidemment, consomment toujours autant de pétrole, voire même un peu plus, mais parce qu'il y a ce qu'on appelle la demande asiatique et ces pays émergents qui l'Inde, qui la Chine, le Brésil, le Pakistan, l'Afrique du Sud, tous ces pays dits émergents veulent vivre comme nous, c'est-à-dire avec beaucoup de voitures, beaucoup d'avions, beaucoup de tankers, et tout ça consomme énormément de pétrole. Alors, cette demande est très forte, et on a maintenant un goulot d'étranglement entre la production qui bientôt va être déclinante, mais qui est au mieux stagnante actuellement, et au contraire, la demande qui, elle, est croissante. Alors, bien entendu, ça fait un choc économique qui est le contraire de ce qu'on a vécu là aussi depuis 150 ans. Depuis 150 ans, le pétrole étant abondant, si on voulait plus de pétrole, il suffisait d'ouvrir les robinets, il en coulait plus et tout le monde était content. Et maintenant, vous avez beau ouvrir les robinets à fond la caisse, il coule moins de pétrole et donc la demande n'est pas satisfaite. Et dans ce cas-là, évidemment, les prix montent. Et puis, il y a un troisième facteur qui cause cette entrée dans ce choc mondial, c'est un facteur géopolitique, du fait de la raréfaction de la matière elle-même, de la matière première qu'est le pétrole. Et du fait qu'en plus, cette matière première est concentrée dans des zones géographiques qui sont très précises dans le monde, essentiellement les grands bassins sédimentaires, notamment au sud de la Russie, la mer Caspienne, l'Asie mineure et puis la région du Golfe. Il y a aussi le golfe de Guinée en Afrique et puis le golfe du Mexique. Mais enfin, c'est plutôt la région du golfe Persique, là où il y a beaucoup de pétrole à bas coût d'extraction, pas cher à extraire. Eh bien, il y a des guerres. « 95% des transports du monde, c'est du pétrole. » Bien. Alors, dans les transports, notamment dans les transports aériens, dans la mesure où le kérosène n'est pas du tout taxé dans l'ensemble de la planète, le prix du litre de kérosène pour faire marcher les avions est directement, on peut dire mécaniquement, indexé sur celui du baril à New York. Quand le baril est à $30, en équivalent kérosène, le kérosène est à $30. Quand le baril est à 70, le kérosène est à 70, donc il aura plus que doublé. Et donc ça veut dire que c'est un phénomène considérable dans notre changement de vie, parce que ça veut dire qu'il y aura encore sans doute du transport aérien militaire, il y aura encore peut-être des jets d'affaires privés, mais le transport de masse qu'on a connu depuis les années 50, qui était à la fois bon marché, avec la classe éco, les charters où on allait en vacances, etc., tout ça va sans doute disparaître parce que le kérosène sera trop cher. Il en est de même, et on le voit dès cette année, dans les marins-pêcheurs. Les marins-pêcheurs, ils arrivent à peine à vivre, et on voit qu'il y a des problèmes, et qu'ils vont voir le ministre de l'Agriculture en disant au secours. Alors, le ministre de l'Agriculture, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche quelques dizaines de millions pour les calmer. On peut faire ça quelques années, mais ce n'est pas la bonne politique. La bonne politique, ça consiste à dire aussi, il faudra changer de méthode de pêche. D'une part, parce que ces bateaux sont trop puissants, il faudra revenir peut-être non plus à la pêche au chalut, mais à la pêche à la ligne. Vous voyez que c'est autre chose que la pêche au chalut. Et d'autre part, parce que d'ailleurs, la ressource de poissons elle-même est en déplétion. C'est le même mot. Il y a de moins en moins de poissons. Et donc, du coup, les bateaux vont de plus en plus loin pour apporter de moins en moins de poissons. Donc, il y a une spirale, là, disons, négative entre, j'allais dire, la déplétion du pétrole et la déplétion de la ressource marine elle-même.
le deuxième secteur dont je vois qu'il est probable qu'il y ait des inflations, eh bien, c'est dans le domaine de l'agriculture. Les engrais azotés, comme les produits phytosanitaires, les pesticides, les fongicides, les bactéricides, etc., tous ces produits sont issus des hydrocarbures. C'est du pétrole sous forme chimique, c'est de la pétrochimie. Par conséquent, non seulement le transport de ces produits va avoir son coût augmenté, mais les produits eux-mêmes, qui sont de la matière première hydrocarbonée, vont augmenter parce que le pétrole va augmenter. Faisons un petit retour en arrière. À la fin du siècle dernier, même si le déclin était déjà amorcé, la période a été relativement stable. Certes, il y avait des tensions de ci de là, mais en règle générale, le monde semblait plutôt bien contrôlé. Et puis le nouveau siècle a commencé, et nous sommes entrés dans cette période de guerre au terrorisme. Permettez-moi d'émettre des doutes en ce qui concerne le bien fondé de tout cela d'ailleurs. Quel a été le premier pays envahi? L'Afghanistan. Qui pouvait bien se soucier de l'Afghanistan? Eh bien, ce pays était incontournable pour transporter facilement le pétrole de la mer Caspienne. À cette époque, on pensait que la mer Caspienne abritait un nouveau gisement de pétrole dont la taille lui permettrait de rivaliser avec l'Arabie saoudite. Donc sécuriser la route du pétrole au travers de l'Afghanistan pouvait se comprendre, malgré les prétextes et justifications. Mais ils ont compris par la suite que le gisement de la mer Caspienne n'était pas à la hauteur de leurs espérances. Que se passa-t-il donc ensuite ? Ils ont envahi l'Irak. Peu importe les raisons données, d'ailleurs, il y en a peut-être d'autres. Beaucoup de gens pensent qu'ils l'ont fait pour contrôler la production de pétrole au Moyen-Orient. Et à présent, il y a une nouvelle menace qui pèse sur l'Iran, fondée d'ailleurs sur des raisons peu plausibles. Et nous assistons à une montée de tension contre l'Iran. Je dirais donc que le contrôle du pétrole du Moyen-Orient fait partie de la politique du gouvernement américain. Cela peut d'ailleurs se comprendre, car toutes les monnaies mondiales dépendent de la production du pétrole d'une certaine manière. L'Amérique, qui jadis a été à l'origine de la richesse mondiale grâce à son système bancaire, est en train de perdre ce pouvoir au profit du Moyen-Orient, puisque les monnaies dépendent du prix élevé du pétrole. Nous sommes face à un conflit, disons, fondamental. Bien sûr, il y a d'autres régimes totalitaires dans le monde, comme au Zimbabwe par exemple, mais personne ne semble y prêter grande attention. Le régime du Zimbabwe peut bien faire ce qui lui chante et personne ne lèvera le petit doigt. Alors quel était le problème avec Saddam Hussein ? Je pense que l'on peut dire qu'il y avait une certaine relation avec le fait que c'est là que se trouvaient les dernières réserves de pétrole les plus importantes de la planète. Je pense que depuis presque 30 ans maintenant, les gouvernants américains, qui sont d'ailleurs plus ou moins liés au pétrole, comme on le voit du père Bush et du fils Bush, qui sont des pétroliers texans, ainsi que le vice-président Dick Cheney, tous ces gens-là sont très liés au pétrole et ils ont conscience de la déplétion pétrolière, du pic de Hubert et du fait que le pétrole va être plus rare et plus cher. Eux, ils en ont conscience. C'est à la fois des professionnels économiques et des anticipateurs politiques. Et donc, depuis maintenant 25 ans, ils ont une politique qui est une politique de prédation du pétrole mondial là où il se trouve. Il y a du pétrole au Moyen-Orient, on va aller au Moyen-Orient. Ils ont fait la guerre d'Irak. Alors avec nous, en 1991, on appelait ça la guerre du Golfe, et ils l'ont fait avec une coalition où il n'y avait pas les Français en 2003, et l'Irak est dans la situation qu'on connaît, c'est-à-dire dans la guerre civile pratiquement. Et on voit bien que tous ces pays autour du Golfe, ainsi qu'autour de la mer Caspienne, il y a une trentaine de pays là qui sont des pays extrêmement instables, quasiment des dictatures ou des pays très archaïques comme l'Arabie saoudite, et on voit que le pétrole finalement, comme dit une sorte d'aphorisme saoudien justement, le pétrole c'est le sang noir du diable, c'est-à-dire que les pays occidentaux, notamment les États-Unis, se disent le pétrole c'est là qu'il est, et donc c'est là qu'il faut aller à n'importe quel prix, y compris bien entendu en tuant des centaines de milliers de personnes. C'est ce qu'ont fait les Américains en Irak depuis maintenant une quinzaine d'années. Ils ont tué des centaines de millions de personnes, non pas parce que Saddam Hussein était un dictateur, la moitié des pays de l'ONU sont des dictatures, donc pourquoi aller là plutôt qu'ailleurs? Non, parce que là, l'Irak, dans la vision
disons, américaine de l'Irak, c'est un immense camp militaire américain assis sur un immense réservoir de pétrole à bas coût d'extraction. Ça coûte pas cher d'extraire du pétrole en Irak, donc c'est là qu'il faut aller. Le monde est dirigé par l'argent, non? Par le passé, lorsque nous étions encore en pleine croissance, les banques produisaient sans problème plus d'argent qu'elles n'en avaient en dépôt, car pour elles, l'expansion économique suffirait à garantir la dette actuelle. Par conséquent, toute notre économie repose sur une croissance hypothétique. Tout ce qui vous entoure est supposé être en expansion. Mais sans que personne ne le sache vraiment, cette croissance dépendait d'une réserve d'énergie conséquente, facile d'accès et bon marché, provenant pour sa plus grande partie du pétrole. À présent, nous abordons le déclin de la source d'énergie essentielle de notre économie. D'une manière très logique, je pense que cela veut dire que la dette mondiale va mal, puisqu'elle n'est plus couverte. Nous assistons d'ailleurs à une certaine instabilité financière en ce moment. De plus, on peut également souligner que toutes les entreprises cotées en bourse sont surévaluées, car elles partent toutes du principe que, comme auparavant, l'économie repose sur une source d'énergie conséquente, ce qui est faux. Je pense que nous nous dirigeons vers une crise économique dans le sens où les banquiers l'entendent. Le déclin est en fait très progressif. Mais quand les banquiers l'auront compris, cela pourra chuter d'une minute à l'autre. Il est fort probable qu'un beau matin, nous nous réveillerons pour apprendre que la deuxième plus grande dépression économique s'est produite, que la bourse s'est effondrée et que tout cet édifice qui dépend de la croissance énergétique ne tient plus debout. Nous pourrions donc bien être à l'aube d'un changement radical. Et le fait qu'il soit radical le rend encore plus difficilement compréhensible par quiconque. Nous ne pouvons donc pas nous y préparer, car nous ne savons pas en quoi il consiste. Comment cela se fait-il que le monde ne se rend pas compte que le pétrole est une source d'énergie non renouvelable? L'histoire peut nous apporter un élément de réponse, puisqu'elle regorge de ce style de conflit entre réalité et fiction. Il fut un temps où les gens pensaient que la Terre était plate, et une poignée de scientifiques ont dit non, elle est ronde, et elle tourne autour du Soleil. Ceci est un exemple entre mille. Et dans le cas présent, il y a un conflit entre l'économie conventionnelle, qui dit que le monde possède des ressources illimitées que les marchés ont pour objectif de capturer, et d'un autre côté, il y a les scientifiques naturalistes, comme moi, qui disent qu'il faut constamment évaluer les ressources de la nature. Donc, il est très difficile pour les économistes classiques d'admettre qu'il y a une limite. Ils n'ont jamais fait ça avant. C'est une expérience tout à fait nouvelle pour l'homme. Ils disent que l'âge de pierre ne s'est pas terminé parce qu'il n'y avait plus de pierre. C'est vrai, on passe au bronze, au fer, à l'acier, puis à l'ordinateur, dans une progression ascendante. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous sommes confrontés au début du déclin d'une ressource critique sans la perspective d'un meilleur substitut. Il existe d'autres alternatives, bien entendu, mais elles n'ont pas toutes les facilités offertes par le pétrole. À quoi ressemblera un monde sans pétrole?
Pour ceux qui survivront, je pense en toute sincérité qu'il sera très agréable. Par exemple, il n'y a pas pire que de prendre l'avion aujourd'hui. Tous ces gens qui vous regardent l'œil agressif, on vous fouille, et puis il y a un monde fou, des gens énervés, le bruit. Vous ne passez vraiment pas un moment agréable dans un aéroport. Donc, pour moi, un retour à une certaine forme de ruralité, comme j'ai pu l'observer dans certains pays où je me suis rendu, n'est pas un mal. Les gens me semblaient satisfaits de la vie qu'ils menaient. Ils étaient davantage en contact avec la réalité. Là-bas, on pouvait entendre le chant d'un oiseau, et croyez-moi, c'est agréable. Je pense que déjà les gens pourraient commencer par éteindre leur télé. Ce serait pas mal. C'est peut-être la dernière chose à dire à quelqu'un qui fait un film pour la télé, mais bon. Il n'y a pas réellement de nouvelles énergies, mais nous pourrions tirer davantage parti de celles qui existent déjà. Une des plus facilement envisageables est l'énergie solaire, car le soleil brille toujours. Nous devrions améliorer les moyens technologiques afin d'améliorer l'utilisation de cette énergie solaire. Ensuite, il y a l'énergie éolienne. Il suffit d'aller au Danemark pour voir un pays qui s'est vraiment converti à l'énergie éolienne. Il y a des éoliennes partout. Franchement, ce n'est pas très beau de voir la campagne danoise envahie de ces étranges roues qui tournent tout le temps. Moi, je ne trouve pas cela magnifique, mais au moins c'est une source d'énergie. Je suis davantage intéressé par les projets fondés sur l'énergie marémotrice. On pourrait concevoir des rotatives qui puiseraient l'énergie issue du puissant va-et-vient des marées, le va-et-vient horizontal davantage que le vertical. L'Irlande serait d'ailleurs un endroit tout à fait approprié pour tester ce projet. Il y a également la bioénergie. On peut en effet très bien imaginer qu'un cultivateur réserve un de ses champs à une culture qui produira de l'énergie, qui lui servira à faire marcher son tracteur, qui, lui, servira à cultiver un autre champ. Il y a donc les bioénergies. Et puis il y a l'énergie nucléaire, question bien délicate. La France est certainement le pays le plus avancé en matière de nucléaire. Ma foi, nous avons vécu en France quelques années et cela semble fonctionner à merveille. Beaucoup de gens pensent que le nucléaire est l'énergie du futur. La recherche a cependant été au ralenti ces dernières années. Il faudrait trouver un moyen pour améliorer sa mise en œuvre et la rendre plus sûre. Il est certain que le nucléaire soulève les passions et beaucoup refusent de vivre à côté d'une centrale. Mais je pense qu'au bout du compte, lorsque nous serons au pied du mur, nous serons bien obligés d'avoir recours au nucléaire. Beaucoup de personnes font référence à l'hydrogène. Soyons clairs, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie en soi, mais un vecteur. Donc pour faire de l'hydrogène, il faut soit de l'électricité pour l'extraire de l'eau, soit du gaz. L'hydrogène est mentalement plus acceptable que le nucléaire. Et l'intérêt général soulevé par l'hydrogène découle notamment de préoccupations environnementales, qui selon moi sont secondaires étant donné l'urgence de la situation en matière d'énergie. Donc pour moi, l'hydrogène est un aspect très accessoire de ce problème. Il est bien entendu possible de liquéfier le gaz, comme cela se fait dans différents pays du monde, le transporter par voie maritime et ensuite le retransformer en gaz à l'arrivée. Ce processus est onéreux et nécessite la construction de nouveaux pétroliers spécialement conçus pour transporter cette matière. La transformation du gaz liquide consomme également pas mal d'énergie. Ce procédé n'est pas très efficace, mais il peut contribuer à reculer l'échéance pendant un certain nombre d'années.
Le problème réside dans le fait que si le pétrole s'épuise lentement, car c'est ainsi que fonctionnent les réserves, le gaz, quant à lui, se termine brutalement. Nous prendrions donc davantage de risques en optant pour le gaz, car même s'il peut prolonger notre bien-être de quelques années, quand il s'épuisera, cela se fera du jour au lendemain. Et sans indicateur boursier, car cela coûte moins cher de produire le dernier mètre cube que le premier. Le gaz sera donc très certainement une énergie primordiale dans le futur. Et on y aura de plus en plus recours, bien qu'il présente bien plus de risques que le pétrole. Il nous reste donc le charbon. Il y a encore beaucoup de réserves de charbon dans le monde. Il est même possible de faire du gaz à partir du charbon d'ailleurs, voire même de l'essence, comme cela se fait en Afrique du Sud, et comme les Allemands l'ont fait pendant la guerre. Il faut souligner que le problème qui se pose n'est pas d'être à court d'énergie, puisqu'il existe des alternatives qui coûtent plus cher et dont la mise en œuvre est lente. Mais il n'y a pas de solution de rechange pour maintenir le monde tel que nous l'avons connu. Nous sommes donc face à un monde nouveau, complètement nouveau, que nous ne pouvons même pas concevoir car nous n'avons pas les moyens de l'imaginer. Mais nous sommes sûrs d'une chose, il sera différent. Je suggère que nous tirions parti des leçons du protocole de Kyoto, qui a été pour le moment un échec, étant donné que les principaux pollueurs refusent de le signer. Néanmoins, j'essaierai quand même d'en tirer les leçons et de proposer un protocole concernant la déplétion. Ce protocole exigerait que les pays importateurs réduisent leur importation en fonction du taux de déplétion. Le taux de déplétion étant un pourcentage annuel de ce qui reste à produire. Le taux pour l'instant est de 2%, ce qui n'est pas très élevé. Pour moi, la solution serait que chaque pays réduise ses importations de 2% par an. Cela ne semble pas bien difficile. Observez une rue. Il y a, disons, à peu près une centaine de voitures qui y passent en 10 minutes. Eh bien, l'année prochaine, il faudrait qu'il n'en passe que 98. Cela ne semble pas insurmontable. L'application de cette mesure aura plusieurs avantages. Premièrement, le prix mondial du pétrole restera relativement bas, puisqu'en relation avec le coût de la production effective. Cela permettrait également aux pays les plus pauvres d'acheter de quoi couvrir leurs besoins minimaux, d'où un intérêt humanitaire ici. Deuxièmement, et plus égoïstement, cela éviterait d'abreuver massivement les caisses du Moyen-Orient, qui doit être en compétition sur le marché libre, bien qu'il possède la moitié des réserves restantes. De toute évidence, lorsque la pénurie adviendra, un transfert de fonds massif vers le Moyen-Orient se produira. Ce qui, je pense, même si je ne suis pas spécialiste en la matière, aura pour conséquence une instabilité des marchés financiers et sera donc source de multiples problèmes. Troisièmement, et ce point est peut-être le plus important, les consommateurs, qui après tout sont responsables de cette situation, commenceront à se rendre compte que le pétrole était en phase de déclin. Alors les pays importateurs, tournés vers une économie libérale, pourront vendre leur pétrole au plus offrant, y imposer des impôts, ce qui modifierait l'imposition des revenus sur l'énergie. Une très bonne idée en soi. Ils pourraient également le rationner ou bien combiner ces différentes solutions. De cette manière, les gens commenceraient à comprendre le problème qu'ils doivent affronter. Chaque foyer serait ainsi soumis à des contrôles d'énergie. Par exemple, des contrôleurs viendraient vérifier si votre maison est conforme, si elle est suffisamment isolée. Et si vous êtes trop gourmand en énergie, vous paierez une amende sur l'excédent.
la bonne politique de solidarité à la fois avec nos frères et nos sœurs du sud de la planète, qui eux-mêmes sont beaucoup moins riches que nous, et même avec les plus défavorisés dans les pays européens, la bonne politique, c'est vraiment de vivre avec moins de consommation matérielle. Ça ne veut pas dire que la consommation immatérielle, elle diminue. Après tout, la vie bonne, c'est pas plus de pétrole, c'est pas de rouler à 250 à l'heure sur une autoroute. D'ailleurs, c'est interdit par ailleurs. C'est même pas de rouler à 130. La vie bonne, telle qu'on peut l'imaginer, c'est une vie plus sobre. Il faut donc investir dans l'imaginaire social, donc politiquement, eh bien, dans tout ce qui fait vraiment le sel de nos valeurs européennes, c'est-à-dire c'est l'amitié, c'est le cinéma, c'est l'art, c'est la musique, c'est la danse, c'est l'amour, c'est le sport, c'est tout ce qui consomme peu de matière, quoi. Tout ce qui consomme peu de matière et d'énergie, c'est bon à développer. Là, il pourrait y avoir une croissance. Par contre, ce qui consomme trop de pétrole ou de matière, ça sera en décroissance. Donc, je pense et j'espère que le monde sera plus sobre du point de vue matériel et au contraire plus épanoui et épanouissant dans le domaine de la rêverie, de la méditation, de la philosophie, de la poésie. Et, comme disent mes amis de la décroissance, moins de biens, plus de liens. Nous serons bien obligés de changer. Par exemple, aux États-Unis ou en Europe, il nous faudra reconstruire entièrement notre système ferroviaire, le doubler, voire le tripler. Nous devrons draguer nos ports et voies fluviales pour mieux les utiliser. Les dépenses engagées dans ces constructions créeront une masse d'emplois pour la main-d'œuvre ouvrière. On y assiste déjà dans certaines régions qui connaissent un retour en masse d'ouvriers, remplaçant ainsi ceux qui allaient travailler au Starbucks. L'impact sur la qualité de l'emploi est de 5 contre 1. Je pense donc qu'il est possible d'établir un projet pour les 2 ou 3 prochaines décades de prospérité à venir. Ce projet sera fondé sur une utilisation de l'énergie, non pas dans une société libérale, mais dans une société qui fonctionnerait sur une énergie minimum en libérant la main-d'œuvre, en privilégiant la proximité, en éliminant le transport par camion, etc. Parce que si nous attendons une solution qui vienne du marché, eh bien notre économie va s'effondrer. Les alternatives sont plus chères et lentes à venir. Il n'y a pas de substitut au mode de vie tel que nous le connaissons. Nous sommes donc face à un nouveau monde, complètement nouveau, que nous ne pouvons même pas concevoir, car nous n'avons pas les moyens de l'imaginer. Mais nous sommes sûrs d'une chose, il sera différent. Ce message est important et il faut que le plus de personnes possible en soient conscientes, afin que chacun dans sa vie puisse commencer à réfléchir dans ce sens. Les jeunes gens, et en particulier les enfants, doivent comprendre que ce qui a existé ces 50 dernières années n'existera plus les 50 prochaines. Nous devrions retourner à une certaine simplicité de vie. Tout le monde ne sera pas spécialiste en informatique. Nous aurons aussi besoin de personnes pour tenir la charrue derrière un cheval. Cette transition ne se fera pas facilement, car les gens seront rétifs au changement. Cela provoquera des tensions, et il n'est pas impossible, à mon avis, que plusieurs cataclysmes surgissent et que tout simplement on n'y arrive pas. En tant que géologue, je connais l'histoire de la vie sur Terre. Prenons par exemple ce petit coquillage que nous avons observé sur les rochers ce matin au bord de la falaise. Ce petit coquillage existe depuis 500 millions d'années.
et n'a pour ainsi dire jamais connu de transformation parce qu'il a adopté un mode de vie simple. Cependant, certains de ses descendants ont occupé des niches, des trous d'eau rocheux ou d'autres formes d'habitat. Là, ils se sont bien développés, se sont multipliés, et il y en a eu de plus en plus. Ils ont extrêmement bien su tirer parti de leur niche. Mais quand, pour des raisons géologiques ou climatiques ou autres, ils se sont vus privés de cet habitat, ils se sont éteints. Aucune de ces espèces n'a su retourner au mode de vie simple de leurs ancêtres. Nous, espèces des Homo sapiens, sommes face à ce problème. Serons-nous les premiers individus, dans toute l'histoire de la planète, à retourner volontairement à un mode de vie plus simple et plus adapté à notre monde? Ou bien, suivrons-nous l'exemple de toutes les autres espèces qui, dans le passé, se sont éteintes une fois leur niche disparue? Le principal défi que nous avons à relever aujourd'hui est comment allons-nous faire face à la disparition de notre niche que représente le pétrole, ou de l'ère du pétrole, si vous préférez.